Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a participé vendredi à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la Libye tenue à Paris pour soutenir la mise en œuvre d'un processus politique défini et mené par les Libyens sous l'égide des Nations Unies. La communauté internationale s'est réunie à nouveau à Paris pour examiner son soutien à la transition en Libye à moins de 6 semaines d'un scrutin présidentiel au contour incertain. Les participants à la conférence internationale de Paris sur la Libye ont souligné la nécessité de la tenue le 24 décembre prochain des élections présidentielles et législatives afin de permettre aux Libyens de se prononcer librement pour le choix de leur président et de leurs représentants. Ils ont aussi souligné la nécessité que toutes les forces étrangères quittent les territoires libyens et la nécessité de contenir toute intervention étrangère illégale susceptible d'alimenter la crise. À l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'UNESCO, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le rôle de l'organisation depuis sa création et sa contribution efficace à préserver le patrimoine, la culture et la mémoire collective de l'humanité, ainsi que ses efforts dans les domaines de l'éducation, la promotion des sciences et des technologies, ainsi que la diffusion des connaissances et des valeurs ethniques dans le monde. Retour sur l'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi à cette occasion. L'Égypte est fière de faire partie des pays fondateurs de l'UNESCO, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi, rappelant que ses relations avec l'organisation se sont développées au fil des décennies pour devenir un modèle de coopération constructive à tous les niveaux. Le président a tenu ses propos lors de son intervention au cours de la célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'UNESCO. Le projet de coopération avec l'organisation pour sauver les temples d'Abou Simbel et de l'île de Philae de la noyade, qui a duré plus de 2 décennies du siècle dernier, est l'une des manifestations les plus marquantes et les plus importantes de cette coopération, car il représente une expérience importante dans l'histoire du travail de l'organisation et son parcours dans la protection du patrimoine mondial, a expliqué le président. Il poursuit que depuis, l'Égypte tient à maintenir sa coopération avec l'organisation afin de protéger les 6 Égyptiens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. L'Égypte a toujours veillé à une participation effective dans les différents organes de l'organisation, ses activités et ses programmes techniques dans les divers domaines, y compris la formulation et le suivi des accords internationaux dans le cadre de l'organisation, tels que la Convention internationale pour l'interdiction et la prévention de l'importation, l'exportation et le transfert de propriété de biens culturels de 1970 et la Convention internationale pour la protection du patrimoine culturel et naturel de 1972. Le président explique que cette célébration coïncide avec l'énorme essor que le secteur des antiquités a connu en Égypte ces dernières années et qui s'est manifesté par de nombreuses découvertes archéologiques et des projets de restauration sur les différents sites archéologiques. Dans ce contexte, le président a noté que l'Égypte présenterait bientôt au monde le grand musée égyptien, l'un des plus grands et des plus riches musées du monde, et le musée des capitales égyptiennes dans la cité des arts et de la culture à la nouvelle capitale administrative, dans le but de symboliser la richesse et la diversité de la civilisation égyptienne au monde entier. Le chef de la diplomatie égyptienne s'est rendu dimanche hier aux Émirats arabes unis où il a participé à la 12e session du forum annuel Sibanias organisé sous le parrainage du ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan. La participation de M. Choukri à ce grand forum s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à poursuivre l'échange des vues et des concertations avec les autres pays arabes sur les questions impérieuses et les dossiers prioritaires, surtout celles liées au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez. M. Choukri a examiné avec ses homologues jordaniens et irakiens
respectivement Ayman Safadi et Fouad Hissine, les moyens de renforcer la coopération tripartite. Les ministres ont également passé au crible les projets conjoints en cours. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, s'est félicité de la participation de l'Égypte à l'Expo Dubaï 2020, exprimant son admiration pour le pavillon égyptien qui reflète la grandeur de l'histoire et de la civilisation de l'Égypte et la vision actuelle de l'État. C'est ce qu'a déclaré sur Twitter le porte-parole du ministère, Ahmad Hafez. M. Choukri a dit que le pavillon égyptien est une bonne occasion pour étaler les différentes opportunités d'investissement en Égypte et faire la promotion de ses destinations touristiques. Le constructeur ferroviaire français Alstom va fournir 55 rames de métro à la ville du Caire. Le contrat, qui s'élève précisément à 876 millions d'euros, a été conclu lundi 8 novembre pour le matériel et la maintenance pendant 8 ans. Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération en plus large signé en juin dernier entre l'Égypte et le gouvernement français. Dalia Karam nous donne plus de détails. Alstom a signé lundi 8 novembre 2021 un contrat de 876 millions d'euros avec l'Autorité nationale des tunnels pour la modernisation de la ligne 1 du métro du Caire. Un contrat qui prévoit la livraison de 55 rames Métropolis, de 9 voitures et leur maintenance pendant 8 ans. La ligne 1 du métro Caïrote, la plus ancienne en Égypte, date de 1987. Elle transporte 2,5 millions de passagers par jour entre Al-Marg et Halwan. Le gouvernement souhaite améliorer la capacité des transports publics dans la capitale et améliorer le confort des voyageurs. Les 55 rames de métro représentent près de 500 voitures. C'est le tout dernier cri des rames du modèle baptisé Metropolis avec des systèmes d'information des passagers en temps réel et de larges couloirs. Des espaces seront réservés aux femmes. Le plus contrat jamais signé pour le métro en Égypte était dans les tuyaux depuis l'accord signé en juin dernier entre le ministre français de l'économie Bruno Le Maire et le ministre des Transports Kamel El-Wazir le 13 juin dernier. Ce contrat marque une nouvelle étape de la présence d'Alstom en Égypte qui remonte à 1971. Ces dernières années, le constructeur a gagné plusieurs contrats, dont un contrat important dans la modernisation de la signalisation sur la ligne Beni Suef à Siout qui a été mise en service en début d'année. Le 8 septembre dernier, le numéro 1 européen du ferroviaire qui emploie 500 personnes dans le pays a déjà livré les 2 premières rames monorail Innovia 300 produites dans l'usine de Derby au Royaume-Uni. Signé en 2019 par un consortium dirigé par Bombardier avec Orascom Construction et Arab Contractors, ce contrat de 2,7 milliards d'euros prévoit la livraison de 70 trains, l'exploitation et la maintenance pendant 30 ans de 2 lignes monorail entre la nouvelle cité administrative à l'est du Caire sur 54 km et la cité du 6 octobre à Gizeh sur 42 km. Elles entreront en service en 2023. C'était au tour de l'Afrique d'accueillir la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique. L'Égypte était la seule candidate, propose la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh pour la COP 27. Dalia Karam nous donne plus de détails. Ces sommets tournants pour le climat, il revenait à l'Afrique d'organiser la prochaine COP, la 27e, dans un an. Seul pays en lice, l'Égypte avait annoncé sa candidature dès le 2 novembre dans le discours d'ouverture du président Abdel Fattah el-Sisi. La brochure présentée par le ministère de l'Environnement précise le lieu, Sharm el-Sheikh. Après les pluies froides de Glasgow, vive la douceur de la station balnéaire du Sinaï. La cité égyptienne a déjà accueilli des sommets internationaux dont la COP 14 de la biodiversité en novembre 2018 avec la participation de 190 pays. La décision de l'Égypte de demander à organiser cette conférence émane de sa conviction quant à l'importance de la question des changements climatiques au niveau national et international, comme l'a déclaré Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement, ajoutant qu'accueillir cette conférence traduit l'engagement politique de l'Égypte envers le dossier du climat.
En fait, c'est la première fois que le continent africain accueille cet événement important. L'Égypte poursuit ses efforts avec ses partenaires africains pour faire face aux défis des changements climatiques. Un rôle qu'elle avait entamé en 2015 lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, étant donné qu'elle assurait la présidence de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. L'Égypte a commencé très tôt à préparer la conférence grâce à une étroite collaboration avec le secrétariat de la Convention sur les changements climatiques, les Nations Unies et les autres partenaires afin d'aplanir les obstacles. C'est ainsi que le ministère de l'Environnement a formé un comité regroupant les ministères concernés afin de commencer les préparatifs. Ce comité a accueilli la délégation des Nations Unies concernée par l'organisation de la conférence pour discuter des mesures logistiques, des équipements informatiques et des mesures de sécurité nécessaires. La délégation a également visité le centre des conférences de Sharm el-Sheikh ainsi que les hôtels qui devront héberger les participants. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 4 matchs de championnat avec Liverpool, avec notamment une performance ex large contre Manchester United. 3 buts, 1 caviar. Mohamed Salah a été élu joueur du mois d'octobre en Premier League. Vraiment en feu ces dernières semaines, le joueur de 29 ans succède donc à Cristiano Ronaldo, sacré en septembre dernier, et Michael Antonio de West Ham qui avait remporté ce prix en août. Moins célèbres que ceux de l'Himalaya, les lumières artisanaux égyptiens sont de plus en plus recherchés par les amateurs de bien-être. La fabrication des lampes de sel dans l'oasis de Siwa, à l'ouest de l'Égypte, à environ 600 km du Caire, connaît un bel essor, même s'il n'existe aucune preuve scientifique de leur efficacité. Certains estiment qu'elles sont censées améliorer la santé. La fabrication des lampes de sel dans l'oasis de Siwa, à l'ouest de l'Égypte, à environ 600 km du Caire, connaît un bel essor. Même s'il n'existe aucune preuve scientifique de leur efficacité, certains estiment qu'elles sont censées améliorer la santé. Siwa se trouve au centre d'une chaîne de petites oasis située au sein de la dépression de Qattara, en bordure du désert libéen. Elle a été rendue fertile par le jaillissement de centaines de sources provenant de nappes souterraines. 3 grands lacs salés l'entourent. L'industrie des lampes à sel s'y développe depuis plusieurs années, grâce à leur popularité grandissante dans le monde. Leur beauté et leur lumière douce et chaude fait l'unanimité. Pour fabriquer ces lampes, les artisans recueillent le sel de roche. Le lac de Siwa est considéré comme l'un des plus importants lieux de guérison naturelle fréquentés par des personnes du monde entier. La roche est découpée à l'aide d'une scie lourde pour créer de petites briques ou des tuiles pour l'habitat. Les morceaux restants servent à tailler manuellement des meubles et des objets de décoration sur mesure. L'un des attraits de ces lampes est aussi leur effet supposé sur la santé. Beaucoup de personnes considèrent que les lampes à sel possèdent des vertus thérapeutiques particulières. Cet effet serait obtenu grâce au sel, qui est une substance hygroscopique. Il absorbe l'humidité de l'air et atténue ainsi les allergies respiratoires et l'asthme. Ces lampes permettraient aussi de neutraliser les rayonnements électromagnétiques et d'améliorer la qualité du sommeil. Un projet de réaménagement et de développement du célèbre village de poterie El Fawahir est en cours. Tourné dans ce haut lieu de l'artisanat est l'un des joyaux du quartier de Fustat au Vieux-Caire. Dalia Karam nous donne plus de détails. C'est à quelques centaines de mètres du musée national de la civilisation égyptienne sur une superficie de 2500 mètres carrés que se situe le village de poterie El Fawahir. Le village se dévoile clair par ses coupoles qui paraissent derrière les murailles décorées de différentes couleurs. L'entrée principale en forme du grand arche reçoit le visiteur. Un style architectural qui convient à l'aspect monumental dominant toute la région. Dès que le visiteur franchit le seuil du village, il se trouve dans une vaste cour remplie de produits de divers volumes et couleurs. À droite, une série de vases de couleurs vives. À gauche, 2 petits récipients façonnés en argile,
Plus loin, des bouteilles d'eau et des gargoulettes toujours en argile au fond des lanternes et des chandeliers. Ce ne sont que des exemplaires des œuvres artisanales d'El Fawakir. De chaque côté de la cour se dresse une série de bâtiments de style islamique surmontés de coupoles. Chaque groupe d'édifices est attaché l'un à l'autre, formant ainsi un corridor couvert d'arches pour une meilleure aération. En fait, l'Égypte est connue par la fabrication de la poterie depuis les époques pharaoniques, et ce métier artisanal est hérité d'une génération à l'autre. La méthode de la fabrication de la poterie n'a pas changé depuis des milliers d'années, affirment les artisans, ajoutant que la fabrication de la poterie est un patrimoine immatériel encore vivant. Cette ambiance patrimoniale qui domine toute la région, notamment le village d'Al Fawakir, attend un flux touristique sans pareil. Pour ce faire, et vu l'importance considérable d'El Fawakir, un projet de réaménagement suspendu depuis quelques années a repris dernièrement pour mettre Al Fawakir sur le cadre des visites touristiques de la région. Les habitants de ce village qui abrite l'un des métiers les plus anciens et méritant d'être préservés espèrent inscrire la fabrication de la poterie en Égypte sur les registres du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Somptueux, l'Égypte figure en très bonne place, plongée, visite de sites touristiques, sites historiques, découverte de ruines. Les activités ne manquent pas dans ce pays, l'Égypte bien sûr. Aujourd'hui, on vous parle d'une merveille à laquelle on ne pense pas forcément en partant en Égypte, mais qui mérite pourtant largement le déplacement. Il s'agit du désert blanc, niché entre les oasis Bahareya et de Farafra. Voyons ensemble. Le désert blanc est un rack du désert libyque, dans le nord-est du Sahara, entre les oasis égyptiennes d'Al Farafra au sud-ouest et d'El Bahareya au nord-est. Il doit son nom à son sol formé de calcaire blanc, contrastant avec les racks environnants de sable jaune. Sous un ciel bleu profond, ces joyaux naturels qui représentent de majestueuses sculptures naturelles de craie à la blancheur immaculée s'étalent sur 3000 mètres carrés. Dans cette partie orientale du Sahara, la température peut dépasser 45 degrés centigrades en été. La pluie ne tombe que très rarement dans l'année, voire pas du tout. Le vent désertique peut se lever et créer d'immenses tempêtes de sable. L'aridité des lieux est extrême. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles. Les roches qui parsèment le désert sont modelées par les vents depuis des siècles, ce qui leur donne ces formes étranges et intrigantes. La roche est modelée par l'érosion éolienne en champignons de pierre, dont la plus connue est le doigt de Dieu. Ces édifices naturels semblent avoir été posés sur le sable jaune qui les entoure. Un paysage magnifique niché entre les dunes de sable que vous pouvez admirer en chameau, à pied ou depuis un véhicule tout-terrain de location lors d'un trek de plusieurs jours. Le désert blanc d'Égypte offre un spectacle impressionnant. Il est si somptueux qu'il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bonne soirée. Au revoir.